Madame la présidente, messieurs les ministres, notamment monsieur le ministre Rousseau, que j'ai le plaisir quand même à revoir sur ce banc, mesdames les rapporteurs, malheureusement, il est vraisemblable que le travail qui a été fait en commission sur le PLFSS, comme il avait été fait en projet de loi de finances en première lecture, soit balayé d'un revers de 49.3, tout simplement parce que ce projet de loi est minoritaire. Alors je vais y venir sur le vote qui a eu lieu en commission des affaires sociales, mais je voudrais rappeler qu'il n'est pas seulement minoritaire dans cette assemblée. Le 5 octobre, il a été rejeté par le Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le Conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les organisations syndicales de salariés interprofessionnels représentatives, la Fédération nationale de la mutualité française, l'Union nationale des associations familiales, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, France Asso Santé se sont aussi prononcés contre. Et enfin, le 16 octobre, il a été dénoncé par les 5 fédérations hospitalières du pays dans une lettre ouverte adressée à la Première ministre. Donc oui, vous êtes minoritaire ici et on le voit dans les organisations représentatives. Et c'est vrai que les articles actant le sous-financement de notre système de protection sociale ont été supprimés et du coup le texte aussi rejeté lors du vote en commission. Tout simplement parce que ce texte en réalité revient à une situation entre guillemets normale, c'est-à-dire normale d'avant Covid, c'est-à-dire au moment d'un sous-financement chronique de l'hôpital public. Je me rappelle d'une anecdote, c'était en 2018, le président de la République est face à des soignants dans un hôpital, des soignantes, et ces soignantes lui disent la souffrance de l'hôpital public, les manques de personnel, les manques de revenus. Et je me rappelle que le président de la République leur avait dit « il n'y a pas d'argent magique ». 2 ans après, il a bien fallu trouver un peu d'argent magique quand même pour faire face au Covid, notamment parce que justement l'hôpital public avait été mis dans une telle situation qu'il lui était effectivement très difficile de surmonter la crise sanitaire que nous avons connue. Et voilà que nous revenons justement dans cette situation à la fin du quoi qu'il en coûte, où à nouveau on sous-finance la santé publique et l'hôpital public. Le déficit structurel des hôpitaux devrait s'aggraver en 2023 en raison d'une explosion des coûts de l'énergie. En conséquence, les fermetures de lits continuent, les structures d'urgence sont obligées de fermer temporairement. Cet été, les fermetures ont concerné près d'une structure sur 2. Ce sont aussi les soignants qui subissent cette situation. Leurs conditions de travail se sont fortement dégradées et leurs revalorisations sont insuffisantes pour permettre le choc d'attractivité promis. Malgré la diminution du pouvoir d'achat qui menace la consommation populaire, le reste à charge continue d'augmenter au détriment de la santé des plus pauvres. Selon un sondage IFOP de septembre dernier, c'est ainsi que 37% de la population qui a déjà renoncé à des soins et des équipements médicaux alors qu'il en avait besoin. Mais aucune de ces mesures de ce PLFSS ne répond à ces besoins. Les objectifs de dépenses sont insuffisants. L'ONDAM, pour 2024, devrait augmenter de 3,2%, soit une évolution légèrement supérieure à l'inflation 2024, mais insuffisante pour rattraper la non-compensation de l'inflation de ces 2 dernières années. Pour la Fédération hospitalière de France, ce sous-financement des hôpitaux s'élève à plus de 2 milliards d'euros. C'est un véritable effort financier qui est ici imposé aux établissements de santé. En conséquence, on s'achemine vers un système de santé à 2 vitesses où le public est de plus en plus distancé par le privé. C'est aussi aux travailleurs que ce texte s'attaque en instillant le soupçon de recours illégitime à leurs droits. Ce PLFSS prévoit effectivement de renforcer les modalités de contrôle sur les médecins prescripteurs et les assurés bénéficiant d'arrêt maladie ou encore de limiter à 3 jours la durée des arrêts prescrits lors d'une téléconsultation. Si le gouvernement veut enrayer la hausse du volume des indemnités journalières, qu'il cherche d'abord à lutter contre l'explosion des risques psychosociaux. Le recours aux arrêts maladie n'est effectivement pas un luxe pour les salariés. Je tiens à rappeler au ministre que selon une étude d'un groupe de protection sociale bien connu, 25% des arrêts ne sont pas pris ou de façon partielle et que 37% de la population déclarent avoir travaillé plusieurs fois par semaine alors qu'ils étaient malades. Ce n'est donc pas sur ces économies que le gouvernement devrait compter. Voilà un peu la situation de ce PLFSS. Et de l'autre côté, ce sont encore 87 milliards d'exonérations et de réductions sociales en 2023 qui ont été accordées majoritairement aux entreprises les plus grandes et les plus polluantes. Revenez plutôt du coup à des recettes dont une fois de plus vous privez ou que vous compensez par la TVA dont ce n'est pas le rôle. Face à cette situation préoccupante, différentes prises de position
vous ont obligé à reculer fort heureusement sur certaines mesures injustes, notamment venues des bancs de la NUPES, comme la hausse des franchises médicales, la ponction de l'AJC-ARCO ou la réforme des modalités d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. J'espère que le recours au 49.3 ne sera pas l'occasion de les réintroduire. Ce choix ne ferait qu'accentuer votre entreprise de destruction à petit feu de notre modèle social, pourtant déjà bien attaqué par les mesures présentées. Merci. Je vous remercie.